Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement sportif le plus attendu au monde, celui qui rassemble des millions, voire des milliards de téléspectateurs quotidiennement devant leurs écrans. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la Coupe du monde de football qui va se jouer cette année au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Alors, si ce petit émirat du Golfe de 2,5 millions d'habitants nous promet une compétition mémorable, ce que nous souhaitons tous, bien évidemment, pour le moment, on est bien obligé d'admettre que cette Coupe du Monde perd peu à peu toute l'excitation qui précède un événement de ce calibre. Non pas que la passion des amateurs de foot se dilue dans les torrents de polémiques que suscite cette organisation, mais plus dans le ressenti d'une anomalie qui suffit à semer le doute. Ce même ressenti qui accompagne tous les bouleversements que notre monde absorbe depuis quelques années et qui nous font dire « il y a quelque chose qui ne va pas avec cette Coupe du Monde ». Comme actuellement, 28 degrés à Paris fin octobre, c'est agréable, il fait bon vivre, mais vous le savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, il serait injuste de faire reposer presque exclusivement sur le pays hôte la responsabilité d'une attribution orchestrée par la FIFA selon des méthodes qui n'appartiennent qu'à elle. Mais la question que j'ai envie de poser aujourd'hui est le foot dans tout ça. Les joueurs, les supporters qui vont se rendre sur place, quel va être leur ressenti? Peut-on par passion faire totalement abstraction de ce qui se déroule autour de soi? Et puis surtout, quel héritage laissera cette Coupe du Monde, le Qatar, dans notre monde actuel? On pose la question tout de suite avec mon invité. Et mon invité, c'est vous, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour. Bonjour Laurent Leleu. Vous êtes spécialiste en géopolitique du sport, vous êtes également auteur puisque vous avez écrit dernièrement Géopolitique du sport, une autre explication du monde, La République du foot, il y a quelques mois et il y a quelques jours seulement, l'Atlas géopolitique du sport que j'ai entre les mains aux éditions Autrement. Alors ça tombe bien parce que géopolitique et sport, on va en parler, mais avant tout, un mot sur cet Atlas. Pourquoi un Atlas géopolitique du sport et surtout, qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de géopolitique du sport? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors cet atlas, d'abord, je ne l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec Lucas Aubin. C'est vrai, excusez-moi, j'aurais dû le... Oui, pardon. Considérable. Mais ce qu'on entend par géopolitique du sport, c'est finalement voir à la fois tous les usages qu'on fait de manière politique avec le sport, mais voir aussi comment le sport aujourd'hui est devenu l'avant-scène des relations internationales, un outil diplomatique, un moyen finalement de faire de la géopolitique autrement. Et donc quand on parle de géopolitique du sport, on va s'intéresser aux stratégies qu'il y a derrière l'organisation des Jeux Olympiques, l'organisation finalement d'une Coupe du Monde, comme c'est le cas par exemple à Doha au Qatar. Et donc l'intérêt de la géopolitique du sport, c'est de comprendre toutes les stratégies qui sont derrière le sport et tout ce que ça peut permettre d'avoir comme retombée, comme mesure de la puissance et comme moyen de peser sur la scène internationale. Jean-Baptiste, moi j'ai longtemps entendu dire que la géopolitique dans le sport, c'était le soft power, mais sauf qu'avec cette Coupe du Monde, le soft disparaît au fur et à mesure que le pouvoir s'impose quand même. Exactement, c'est-à-dire qu'avec cette Coupe du Monde, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on appelle la géopolitique du sport, c'est d'abord une affaire de puissance, et cette puissance, elle est à la fois dure, traditionnelle, c'est-à-dire que là, on voit avec le Qatar la puissance économique, financière, sa capacité diplomatique à peser pour garder cette Coupe du Monde, mais aussi pour l'obtenir. On voit aussi sa capacité finalement à la mettre en œuvre, puisque avec la stabilité qui a caractérisé le Qatar, ils ont réussi à construire 8 stades pour accueillir le monde entier, et c'est un vrai défi en une décennie. Et ce qu'on voit avec cette Coupe du Monde, c'est qu'à côté de cette image recherchée par le Qatar, de cette stratégie de visibilité internationale, on a aussi l'affirmation d'une nouvelle puissance sur la scène internationale, certes de second rang, mais qui est un nouvel acteur qu'on ne considérait pas il y a 20 ans. Et c'est le Qatar. Et ce Qatar, il fait partie, avec les autres puissances pétrolières et gazières du Golfe, de ces acteurs aujourd'hui qu'on ne peut pas oublier, contourner. Regardons par exemple l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus en capacité d'imposer leur voix. Et c'est exactement la même chose avec le Qatar. Cette Coupe du Monde en est la meilleure démonstration. Je le disais, c'est un État de 2,5 millions d'habitants, dont beaucoup d'expatriés. Il n'y a pas d'équivalent au monde d'un État aussi petit, avec aussi peu de population, qui a une telle puissance. Alors, il y en a un, mais c'est son voisin, ce sont les Émirats arabes unis. Ils sont un tout petit peu plus nombreux. Ils ont 90% aussi d'étrangers sur leur sol. Mais effectivement, à l'échelle mondiale, on est sur quelque chose qui est une anomalie. C'est-à-dire, on est sur des acteurs qui, normalement, devraient être soit dominés par leurs voisins. Quand vous êtes un État de 3 millions et qu'à côté, vous en avez un qui est 10 fois plus puissant et juste en face de vous, l'Iran, qui l'est 2 fois plus, normalement, vous êtes en situation d'infériorité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec
les années 90, avec l'investissement dans le sport et la manne gazière et pétrolière, ces États, à commencer par le Qatar, se sont imposés sur la scène internationale, ont réussi à s'imposer dans un environnement extrêmement conflictuel et complexe, en l'occurrence là le Golfe Persique, et puis surtout sortir de leur zone régionale. Aujourd'hui, on parle du Qatar en France, on parle du Qatar aux États-Unis, on parle du Qatar ailleurs, et ce n'était pas quelque chose qui aurait pu être possible il y a de ça encore 30 ans. Jean-Baptiste, je parlais de soft power tout à l'heure, qu'on peut traduire par la négociation douce. En fait, c'est ça, c'est la diplomatie douce, qui, de fait, là, ces derniers temps, avec pas mal de polémiques, j'ai pas envie qu'on perde du temps sur les polémiques, tout le monde en parle, on va rester assez généraliste là-dessus. On voit bien que le pouvoir du Qatar prend de plus en plus le pas, notamment avec toutes les directives vis-à-vis des supporters, des médias, enfin bref. C'était prévisible tout ça ou tout le monde semble est surpris pour de vrai? Non, c'était prévisible quand même. Alors, c'était prévisible qu'on en parle, que les avis négatifs, voire globalement défavorables, se fassent entendre. Ce qui n'était pas prévu, c'est que l'opinion réponde aussi bien. C'est-à-dire que sur les 6 derniers mois, on a quand même eu une mobilisation médiatique très intense, beaucoup plus qu'au moment de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et on rappelle qu'elle avait été organisée sous la haute direction de Vladimir Poutine, qui avait déjà envahi la Crimée à ce moment-là. Donc on est ici dans un contexte qui est nouveau, c'est-à-dire que l'ampleur des contestations n'a jamais été aussi forte. Et donc le Qatar est confronté à un autre défi, c'est le défi d'une visibilité finalement qui est plutôt négative. Après, soyons aussi réalistes. Un bad buzz reste un buzz, et l'important, c'est pas qu'on parle en bien ou en mal de vous, c'est qu'on parle de vous. Et en l'occurrence, cette logique qui nous vient aussi de la télé-réalité, fonctionne avec le sport, elle fonctionne avec le Qatar. Et en l'occurrence, cette Coupe du Monde, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui risque de se passer, jusqu'aux problèmes éventuels, elle est déjà réussie parce qu'ils l'ont, ils l'organisent. Et malgré les torrents, justement, comme vous le répétiez en introduction, de commentaires négatifs, ils vont la faire. Et ils vont probablement la réussir dans les grandes lignes. En fait, tu es en train de me dire que comme à Sochi, à Pékin, Coupe du monde de foot en Russie, dès que la compétition va démarrer, tout ça, ça va être mis de côté et puis ça va rester dans les annales des polémiques associées à toutes les grandes compétitions sportives, ou quand même il va rester quelque chose après, à votre avis? Alors, à mon sens, je pense que cette Coupe du Monde va être un tournant. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qu'on n'avait jamais abordés avant. Le droit des travailleurs, ça c'était quelque chose qui était un impensé. On a eu une vraie prise en compte de la question environnementale, là où avant c'était plutôt du saupoudrage ou un thème qu'il fallait cocher, puis les gens s'en désintéressaient. Jean-Baptiste, je vous coupe, mais Sochi, niveau environnement, quand même, on était à un bon niveau aussi. Oui, sauf que si on se souvient bien du nombre d'articles, et je l'ai encore revérifié il n'y a pas longtemps, ça a duré 2 jours et demi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, la question environnementale avait littéralement disparu du spectre médiatique et on était sur les résultats bruts. Et on n'en avait quasiment pas parlé avant. Là, on est sur une séquence médiatique qui dure quand même depuis plus de 3 mois. Et si on compte ces débats-là, ça fait quasiment 5 ans qu'on est dessus. C'est du jamais vu. Maintenant, est-ce que ça va changer les choses? Moi, je pense que oui, parce qu'on ne pourra plus jamais faire comme s'il n'y avait pas eu le Qatar. Ça veut dire que tous les autres acteurs qui vont vouloir faire la même chose seront obligés de bouger. Maintenant, soyons réalistes aussi. Cette manifestation, elle va avoir lieu. Elle va permettre des retombées positives. Et puis, on va être conditionné à l'aléa sportif. C'est-à-dire que si les Bleus ne se boycottent pas sportivement, c'est-à-dire qu'ils s'ils arrivent à passer le premier tour, ça va changer. C'est pareil pour les équipes africaines. Si demain, vous avez une performance et que le Sénégal, par exemple, devient la première équipe africaine championne du monde, ça change tout. Oui, pareil pour le Maroc et la Tunisie. Et là, on va en parler. Et du coup, on parlera de cette Coupe du Monde de manière positive. Donc, la dimension sportive va jouer aussi. C'est pour ça qu'il faut plutôt tirer le bilan après. Pour l'instant, on est sur de la nouveauté. On est sur quelque chose qui, à mon avis, ressemble à un tournant. Et on verra en fonction de la réussite sportive ce que ça va donner. Alors, vous le disiez, là, beaucoup de gens, il y a une mobilisation, beaucoup de citoyens, d'élus s'élèvent contre cette Coupe du Monde. Je vous propose d'écouter le maire écologique de Lyon qui nous explique et qui nous dit pourquoi sa ville ne couvrira pas cet événement. On l'écoute. On sait d'un côté qu'on a cette Coupe du Monde qui est la Coupe du Monde, de l'abominable, puisqu'elle a quand même coûté la vie à 6500 personnes qui sont mortes pour pouvoir construire ces 8 stades qui vont être climatisés à ciel ouvert. Et puis aussi, c'est une aberration sur le plan écologique, puisqu'on va essayer de refroidir l'atmosphère, qui par ailleurs se réchauffe.
Vous y croyez, Jean-Baptiste, à ce boycott ou à cet appel citoyen, ou ça va être encore un coup d'épée dans l'eau? Là, déjà, on a une belle démonstration de ce qu'est un milieu récupérateur, hein, ça tombe bien, on en manque en France. Voilà, vous avez une bonne illustration. Alors, Le Qatar va pas être... on peut pas condamner un maire écologique de critiquer Non, il a raison. Il a raison l'environnement, sur en une tout chose. cas sur Voilà, ce il a point-là. raison sur une chose. Il a raison sur la dimension environnementale. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde est le premier événement qui a été déplacé pour des raisons climatiques. C'est un événement qui risque de donner lieu à des choses assez inattendues comme une climatisation de stade à ciel ouvert. Bon, ça, on est d'accord. Maintenant, il faut savoir aussi que les Verts ont une détestation profonde du football professionnel et du football de sélection et des grands événements sportifs internationaux. Pour des raisons qui sont parfois purement idéologiques et pour d'autres qui sont justifiées, en l'occurrence là, l'empreinte carbone, la dépense environnementale et une absence complète de sobriété. Bon. Une fois Ceci qu'on a étant, dit c'est pas ça, le seul maire à s'opposer et à refuser de faire des fan zones, des grands écrans et de diffuser cette Coupe du Monde. Il n'est pas le seul. alors effectivement, c'est pas le seul, sauf que derrière, là encore une fois, il y a beaucoup de politiques politiciennes, parce qu'en vérité, aujourd'hui, dans le contexte d'inflation, avec la hausse de l'énergie, les municipalités seront en incapacité de boucler leur bilan à la fin de l'année. Une fan zone, ça représente avec écran entre 50 et 80 000 euros pour des villes moyennes. C'est donc un coût. Et aujourd'hui, au regard des finances publiques, a fortiori en novembre-décembre, dans un contexte compliqué, je doute que c'eût été pertinent d'ouvrir des fan zones. Sans parler de la dimension sécuritaire, ça va de soi. Une fois qu'on a dit ça, cette Coupe du Monde, elle pose une vraie question, c'est celle du boycott citoyen. C'est-à-dire qu'on est tous gênés face à cette Coupe du Monde. Là où on arrivait avec une conscience relative en 2018, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Et quand vous regardez les derniers sondages, aujourd'hui, on a plus de 40% des Français qui se disent réticents à la regarder. Alors après, on est sur des intentions. On verra quand les premiers matchs ont commencé, on verra si les matchs des Bleus, si les matchs de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal changent la donne. Mais pour l'instant, on est face à une vraie réticence. Et ça, c'est une nouveauté. Pourquoi ? Parce que cette Coupe du Monde, on sait qu'elle a été obtenue dans des circonstances particulières. Et on sait surtout qu'il y a de vraies questions qui se posent au sujet des droits humains et des droits des travailleurs. Quelles pourraient être les conséquences d'un boycott efficace? Et d'ailleurs, à partir de quel moment on va dire « Ah ouais, le boycott a fonctionné » Alors, Citoyen, efficace, je parle du voilà. boycott citoyen. Un boycott citoyen serait efficace si on avait, une diminution forte des audiences télévisées. C'est quoi, 10, 20, 30%? Ouais, ce serait déjà notable. Deux, une absence d'appétence, par exemple, pour tout ce qui est retransmission de matchs dans les bars, parce qu'aujourd'hui, c'est compté par médiamétrie. Ensuite, on va regarder la volumétrie, c'est-à-dire le nombre de critères négatifs et donc de messages négatifs sur les réseaux sociaux. Et donc, on va avoir un amalgame de tout ça. En gros, tous les indicateurs qu'on a qui permettent de mesurer la popularité d'un événement, ça va jouer. Et puis, si la couverture continue à être négative, vous allez avoir un effet sur l'opinion qui va être un effet repoussoir. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'en plus de ça, sportivement, ça ne suive pas. Et donc là, on aura un boycott citoyen d'abord avec une vraie mobilisation, et puis en plus, un boycott qui va être lié indirectement aux sportifs et qui va accompagner une sorte de bilan négatif de cette Coupe du Monde. Là, quand on parle de boycott citoyen, est-ce que c'est un problème de riches ou vous pensez que c'est quelque chose qui peut faire tache d'huile et qui peut aussi bien concerner les Asiatiques, les Sud-Américains, les Africains ou c'est vraiment c'est les bobos parisiens qui s'élèvent en levant les yeux au ciel, en étant outrés, c'est microscopique ou vous, selon ce que vous voyez et les échos que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui prend quand même un peu forme? Alors c'est vrai que le boycott tel qu'il est présenté, d'abord il est relayé par des médias qui sont des médias européens, des médias de grandes métropoles, souvent de grandes capitales européennes, dans des grands pays européens. Quand on commence à sortir de ces pays-là, de ces métropoles-là, qu'on commence à regarder finalement ceux qui regardent le foot de manière occasionnelle, la conscience est moins bonne, elle est moins élevée. Et puis quand on commence à sortir d'Europe ou d'Amérique du Nord, alors là du coup la réaction elle est complètement différente. Si vous regardez l'Afrique par exemple, et c'est le cas par exemple au Maghreb, il y a un vrai engouement, il y a une vraie attente. Et la question environnementale, elle apparaît vraiment secondaire. Le sportif prend le pas sur tout le reste. Quant à l'Asie, la question des droits humains, elle est quasiment pas conscientisée. C'est-à-dire que si vous regardez les médias de la Thaïlande jusqu'à la Chine, la question n'apparaît pas. D'abord parce que vous avez des régimes autoritaires, mais aussi parce que derrière, c'est des questions qui sont à des années-lumière des préoccupations des gens sur place. Donc on va d'abord regarder, et c'est là où il y a peut-être un prisme très occidental
si tant est que ça a encore du sens, par rapport à cette Coupe du Monde. On a un regard sur cette Coupe du Monde qui est très éloigné, par exemple, de celui qu'on a sur le continent africain. Et c'est en grande partie lié au fait qu'on voit cet événement comme devant être progressiste, avec une limite. C'est que la majeure partie du monde ne connaît pas les conditions de travail qu'on a en Europe, les niveaux de rémunération et de protection qui s'y trouvent. Pour en revenir à l'Asie, peut-être que s'ils avaient plus d'équipes qualifiées, ils se sentiraient un peu plus concernés, non? Alors ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que si on avait finalement plus d'acteurs asiatiques qualifiés, il y aurait peut-être une prise de conscience plus grande. Et encore, quand on regarde, et Amnesty International l'avait fait, la conscience du problème que pose cette Coupe du Monde, elle est d'abord et avant tout en Amérique du Nord, en Europe et surtout en Europe du Nord. C'est là où il y a la plus forte mobilisation. Alors si je vous posais cette question, Jean-Baptiste, c'est parce que notre correspondant au Togo, Nicolas Louya, est allé dans un endroit, un lieu de rencontre où les gens partagent leur passion du foot. Il est allé poser la question aux personnes présentes pour savoir comment ils appréhendaient cette Coupe du Monde, comment ils la voyaient venir, et puis savoir ce jour si leur passion était toujours bien présente. On regarde et je vous interroge juste après. Le Togo ne fait pas partie, bien évidemment, des 5 représentants africains à la plus importante des compétitions du foot au monde, mais les amateurs du ballon rond togolais que nous avons rencontrés dans ce ciné-foot dans une banlieue de Lomé ne veulent pas du tout se faire compter l'événement. Moi, je n'approuve pas boycott de l'événement parce que j'ai acheté de la télévision, j'ai fait des abonnements. Mais sinon, Même si aller décrocher la finale peut paraître illusoire, les équipes africaines feront quelque chose de bien meilleur cette année que lors des éditions précédentes. Ça, c'est une certitude. Je miserai sur le Cameroun et beaucoup plus sur le Ghana. Pour moi, les Black Stars restent favoris. C'est pour la première fois de l'histoire qu'une Coupe du Monde va se dérouler en pleine période hivernale. Le climat désertique et les trop fortes chaleurs qui règnent particulièrement dans le petit état de la péninsule arabique en juin et juillet, période au cours de laquelle se déroule habituellement la compétition, a obligé la FIFA à revoir son calendrier. On sait très bien que c'est quasiment impossible en été, vu les conditions climatiques, et donc le décalage du calendrier a fait qu'on va assister à une Coupe du Monde en plein hiver. Ça chamboule le calendrier des compétitions internationales. Les championnats vont s'arrêter le 13 novembre prochain. Ce n'est pas évident. Au niveau des joueurs également, il y a une incidence majeure, la fatigue qui va s'installer. C'est dire qu'il y a beaucoup d'inconnus autour de cette compétition. Outre cette réorganisation du calendrier qui a déjà suscité pas mal d'interrogations, se sont ajoutées d'autres polémiques, notamment la climatisation des stades devant accueillir les rencontres et le nombre record de morts enregistrés sur les chantiers. Ce sont des choses à déplorer. Maintenant, moi, je me pose une seule et une question. En Russie, il y a eu l'organisation de la Coupe du Monde en 2018. La Russie n'est pas quand même un pays qui est très connu pour faire la promotion des droits de l'homme. Mais n'empêche, les Européens, les Occidentaux ont eu à participer à cette compétition et il n'y avait pas eu ce vent debout qu'on assiste aujourd'hui contre le Qatar. Selon plusieurs observateurs, malgré les appels au boycott qui se sont multipliés ces dernières semaines, la probabilité de voir la FIFA retirer l'organisation au Qatar en moins d'un mois de la compétition reste certaine. Jean-Baptiste, il y a une chose dont on se rend bien compte quand on entend ces passionnés de football, c'est que pour de nombreux pays dont on n'entend pas souvent parler, la Coupe du Monde, c'est une magnifique tribune d'exposition pour faire parler du pays, pour faire parler parfois de leurs valeurs, de leurs coutumes, de leurs traditions. On a tendance à l'oublier quand on est, là on va dire des pays du G7 qui sont liés à tous les événements du monde. Exactement. Quand on regarde ça de France, nous, on fait vraiment partie des pays gâtés. Maintenant, quand vous regardez les pays africains, c'est rare qu'ils aient une tribune mondiale pour se montrer, pour montrer leurs talents, leurs compétences, leurs qualités, montrer aussi qu'ils sont capables de rivaliser avec les autres et avoir un terrain finalement d'expression où ils peuvent le faire, et ça en mondiovision. C'est pour ça aussi que ces logiques de boycott, elles sont perçues de manière différente. Et puis, c'est là où on va avoir un vrai intérêt à regarder cette Coupe du Monde à la fois chez nous et ailleurs, c'est que c'est une Coupe du Monde qui est propice pour la première fois aux sélections africaines. Parce qu'elles ont l'habitude de jouer la CAN en hiver, qu'elles ont l'habitude d'avoir des préparations courtes, ce qui est l'inverse des sélections occidentales, ou en tout cas des plus performantes. Et donc finalement, le niveau risque d'être beaucoup plus proche. Et je pense qu'on va avoir des surprises pour ça. Parce qu'on va avoir des températures qui vont être moyennes, mais qui vont être chaudes.
On va être sur du 25 degrés à peu près à Doha. Donc, je pense que la climatisation ne sera pas utilisée dans tous les stades. Et surtout, ça va être intéressant parce que c'est des températures qui peuvent être d'abord idéales pour le football et a fortiori qui conviennent et correspondent au type finalement de compétition auquel les sélections africaines sont habituées, en plus dans de meilleures conditions logistiques et infrastructurelles. Alors, je le disais en préambule, la FIFA est l'actrice principale de cet événement, d'abord parce que c'est elle qui l'organise, et surtout parce que c'est elle qui désigne le pays hôte. Est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde a été attribuée en 2010, si je ne m'abuse? Est-ce que vous pensez que la FIFA regrette cette attribution, ou alors elle n'a aucun état d'âme? Alors, la FIFA reste la FIFA, donc en termes d'état d'âme, si on cherche de la morale et de la probité, je pense que c'est pas là-bas qu'il faut aller chercher. Maintenant, il faut regarder aussi une chose, c'est qu'entre décembre 2010 et aujourd'hui, c'est-à-dire à la veille finalement de cette Coupe du Monde 2022, la totalité du comité exécutif qui a été à l'origine de la désignation du Qatar a été complètement démantelé. C'est-à-dire que suite au FIFA Gate qui a suivi la désignation du Qatar, un scandale qui a vu la totalité des décideurs, ceux qui ont attribué donc, cette Coupe du Monde, la totalité donc, de ces acteurs a été purement et simplement exclue du football, soit condamnée pour malversation, corruption, soit emprisonnée pour d'autres raisons, mais qui étaient liées à des malversations. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la FIFA, elle, a changé de personnalité, a changé et a voulu montrer qu'elle était plus responsable. Et ce qu'elle l'est, on peut légitimement en douter quand on voit finalement l'attitude de Gianni Infantino ces derniers mois, à commencer par son passage en Indonésie, qui a fait énormément parler de lui, puisque ce dernier a disputé un match de foot tout sourire, alors qu'il était venu rendre hommage à une centaine de personnes qui étaient décédées dans un stade. La FIFA ne changera pas. Ça reste une organisation qu'il faut obliger à se moraliser, à se responsabiliser. Une organisation qui doit assumer sa responsabilité géopolitique, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant. Et cette Coupe du Monde en est l'exemple. Ça doit être un moyen aussi pour faire changer la FIFA. Quel héritage va laisser cette Coupe du Monde? Alors, on n'est pas devin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, si tout va se dérouler, mais en imaginant que, dans le meilleur des scénarios, tout se passe bien, les matchs fonctionnent, la compétition est belle d'un point de vue sportif, pas de problème avec les supporters particuliers et les lois et les règles qataries sont respectées. Premier scénario. Deuxième scénario, je vais prendre un exemple, le port de Marseille pour la Coupe du Monde, Russie, Angleterre, où il y a les supporters qui se tapent dessus. Si jamais il arrive ce genre d'événement, qu'est-ce qu'on va dire après? Alors, premier scénario, le scénario du meilleur, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, tout est formidable. La FIFA va se gargariser d'avoir réussi dans des conditions extrêmement complexes à organiser encore une fois la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. C'est la formule habituelle, déjà employée par Gianni Infantino en Russie. Donc là, on est sur un football qui ne se remet pas en cause. Mais le Qatar en tirera profit, a fortiori dans un contexte où l'énergie coûte de plus en plus cher. Donc de toute façon, ça servira à leurs intérêts, couronnera leur stratégie et on aura oublié malheureusement les appels au boycott et toutes les raisons légitimes qui ont amené les uns et les autres à bouger. Après, s'il y a des problèmes, scénario du pire ou en tout cas un scénario intermédiaire, problème avec la gestion des flux, problème avec les supporters, peut-être moindre réussite sportive, ça restera aussi comme un tournant parce que là, justement, cette Coupe du Monde, elle va laisser les traces parce qu'elle n'aura pas atteint ses objectifs réputationnels. Ça veut dire que la FIFA sera obligée de réformer son modèle, que le Qatar n'aura pas tiré profit de tout ça, même s'il y aura gagné sur le long terme. Donc, in fine, on est face à un tournant aussi parce que, quelle que soit l'issue de cette Coupe du Monde, il y aura un avant et un après. Dans le sens où, si ça se passe bien, ce sera l'occasion de réfléchir et peut-être de ne rien faire. Et donc là, peut-être que le sport se sera sabordé lui-même. Ou au contraire, s'il y a des problèmes, ce sera l'occasion peut-être de réagir, de recadrer les choses pour 2026, c'est-à-dire cette Coupe du Monde qui a lieu entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, et surtout pour 2030, où il y a des candidatures très exotiques, par exemple l'Arabie Saoudite avec l'Égypte et la Grèce, ou Espagne, Portugal, Ukraine, de choisir peut-être le bon partenaire et de faire enfin de la FIFA un acteur responsable, facteur de progrès, et qui, du point de vue géopolitique, soit pas simplement en connivence, mais soit plutôt un élément qui améliore les choses plutôt qu'il ne favorise les régimes autoritaires. Qui prend le plus gros risque avec cette Coupe du Monde? La FIFA, le Qatar ou le foot? Alors le foot déjà, parce que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va rester finalement collé à son image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de demander à tout le monde à quoi vous associez le foot, notamment le foot professionnel, de clubs comme de sélection. On vous parle d'argent, on vous parle d'affaires, etc. Ça n'aide pas.
Vous n'avez pas la même chose au basket. Vous n'avez pas la même chose au rugby, et pourtant, des affaires, il y en a. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, la FIFA est le principal organisateur et responsable. C'est la FIFA qui a désigné le Qatar. Donc le deuxième, ce sera lui. Et puis, le Qatar a une responsabilité. Il est censé montrer ce qu'il est capable de faire au monde entier. Échouer, c'est risquer d'avoir les mêmes images qui reviennent. Cette Coupe du Monde, elle est censée changer la représentation des gens, ce qu'ils ont dans la tête. Personne ne connaît Doha. L'idée, c'est d'inscrire ça sur la scène internationale et que tout le monde ait envie d'y aller, d'y passer, de passer 3 jours à Doha. Et c'est un peu l'objectif aussi du gouvernement qatarien. C'est de faire de Doha un point de bascule, un endroit où on passe, où on s'arrête quelques jours pour aller vers l'Asie, pour aller vers l'Afrique ou ailleurs, et en faire une puissance intermédiaire, une puissance médiatrice. S'il y avait un vrai problème, et un problème d'ampleur, ça affecterait grandement la capacité du Qatar à rayonner, et on aurait du mal, si ça affecte notamment les Européens ou les Africains, à ne pas lui reprocher. Jean-Baptiste, une dernière question, mais je connais la réponse déjà. Est-ce que vous allez la boycotter, vous, cette Coupe du Monde ? Non, je ne la boycotterai pas, d'abord pour des raisons professionnelles, puisque c'est quand même mon métier que de la regarder. Ensuite, pour des raisons personnelles, parce que j'ai envie de voir ce que les équipes que je suis vont pouvoir donner. Et puis, je sais l'inefficacité du boycott politiquement. Il vaut mieux être en situation de négocier, échanger, et donc savoir ce qui s'y est passé, plutôt que de regarder les choses de loin. Maintenant, je respecte aussi tous ceux qui décident de ne pas la regarder, parce que je comprends leur hésitation, mais je vous avouerai que l'excitation d'une Coupe du Monde me renvoie à l'enfance, comme a pu dire Thibaut Leplat, et que derrière, ça me donne envie, au contraire, de la regarder. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même chose. On n'est pas en été, on ne va pas avoir la possibilité de fêter ça à l'extérieur, et c'est quand même bien dommage. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Jean-Baptiste Guégan, je rappelle votre dernier livre, Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement, que j'ai quand même feuilleté, regardé et lu presque, et je dois admettre que c'est super intéressant, tout simplement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Guégan. Ce TLS est terminé. Je vous propose que l'on se retrouve très vite pour un nouveau TLS+. En attendant, comme à chaque fois, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt tout le monde. Au revoir.